Il était faible mais entraîné par des démons pour devenir le plus fort et se venger. Nous sommes en 1564 et un aspirant samouraï, Shin, se cache dans les buissons cherchant à éliminer des bandits sur la route pour devenir un héros célèbre. Cependant, il s'arrête brusquement en entendant les bandits se disputer avec deux personnes. L'une est un esprit renard femelle, Tama, et l'autre un garçon, Jinga, qui prétend être son jeune frère de serment. Tama affronte les bandits, leur disant d'abandonner cette vie de violence et de trouver des emplois honnêtes. Les bandits se moquent de la jeune fille qui les sermonne et tirent leurs épées, lui ordonnant de leur donner tous leurs objets de valeur. Jinka frappe le bandit avec son bâton sans prévenir, car il devenait allergique à leurs bêtises. Il lance ensuite 3 talismans sur les bandits, affirmant que c'est son excuse. Dès que les talismans touchent le sol, le sort qu'ils contiennent absorbe l'énergie spirituelle de la terre. Soudain, 3 énormes points de bronze frappent les bandits, les projetant haut dans le ciel et les assommant. Tama n'est pas contente de ce que Jinka a fait et elle le frappe, lui demandant comment ils sont censés trouver l'emplacement du chef des bandits maintenant. Elle réalise que se plaindre ne sert à rien et elle poursuit son chemin. Shin a tout vu et il est encore émerveillé par les pouvoirs surnaturels qu'il vient de voir. Il les suit et bien que Tama détecte sa présence, elle décide de l'ignorer. Ils font une pause près de la rivière et Tama en a finalement assez du harceleur. Elle jette une pierre dans les buissons et frappe Shin en plein visage, le forçant à sortir. Il se présente puis demande quelle technique ils ont utilisée pour vaincre les bandits. Jinka lui dit que ça ne le regarde pas et commence à partir, mais Shin propose de leur parler du chef des bandits en échange d'informations sur eux. Jinka se présente comme un sage guerrier et Tama comme un esprit renard, sa sœur aînée de serment. Shin se met à rire, pensant qu'il plaisante, mais Tama le menace de lui lancer un serpent s'il n'arrête pas. Il est terrifié et la supplie de l'épargner, ignorant que le serpent n'était qu'une branche transformée par la magie de Tama. Shin les mène à la cachette et leur dit que le bandit au casque de samouraï est le chef ici. Jinka lui dit de s'en retourner car il est faible et Shin, vexé, crie qu'il est assez fort pour tuer le chef des bandits en un seul coup. Cela attire l'attention de tous les bandits qui encerclent rapidement les intrus. Tama dit à son frère qu'ils sont là juste pour raisonner les bandits, pas pour se battre. Elle s'approche du chef et lui dit que lui et sa bande doivent abandonner la voie de la méchanceté et devenir de bons citoyens. Elle leur fait une longue leçon sur la façon dont les mauvaises actions leur nuiront à la fin et qu'ils devraient vivre paisiblement en s'entraidant. Tama est très confiante dans son argumentaire, mais les bandits n'apprécient pas et se précipitent vers elle. Jinka se contente de balancer son bâton sur eux et de les projeter au loin, tandis que Tama saute pour éviter d'être prise entre deux feux. Un bandit tente d'attaquer Shin par derrière, mais l'un de ses camarades projetés le renverse. Shin dégaine son épée au moment où le bandit se relève, et d'un seul coup, il fend l'épée, le casque et la tête du bandit. Il est maintenant plein de confiance et attaque le chef des bandits de toutes ses forces. Mais soudain, une paire de bras sort de son casque pour bloquer l'épée. Après avoir repoussé Shin, le monstre, tel un géodude caché dans le casque, se révèle. Tama et Jinka reconnaissent que c'est un esprit, et Tama demande à Jinka s'il peut le vaincre. Il pense qu'il devra utiliser la technique secrète de transformation spirituelle pour cela. L'esprit les attaque en premier et Tama se mord la main, laissant son énergie spirituelle s'échapper avec le sang. Jinka lui tient la main et aspire son sang et son excès d'énergie spirituelle, la transformant en humaine normale et lui-même en esprit renard surpuissant. Le chef esprit ordonne aux bandits de l'attaquer, mais Jinka les repousse juste en balançant son bâton. L'esprit casque essaie de le frapper avec ses bras gigantesques, mais Jinka les esquive facilement puis saute haut dans les airs pour l'attaquer. L'esprit attrape son bâton, mais Jinka augmente sa force et écrase l'esprit au sol. Le casque se fend et Jinka annule sa transformation spirituelle, les ramenant, lui et Tama, à la normale. Il envoie ensuite les âmes du monstre casque et de l'humain qu'il contrôlait vers l'au-delà. Shin est choquée et demande à Tama pourquoi ils font cela et elle révèle qu'elle aime les humains. Alors elle veille à éliminer les êtres maléfiques du monde, qu'ils soient esprits ou humains. Jinka, lui, aime les esprits et déteste les humains, mais il obéit à Tama en tant que son jeune frère. Tama déclare alors qu'ils sont les frères et sœurs qui vont réformer le monde, laissant Shin stupéfait. Émerveillé par leur force, Shin suit les 2 frères et sœurs esprits dans une auberge où un fermier fait une crise en expliquant qu'il a vu un monstre gigantesque ce matin. Le fermier raconte qu'il a même emmené un moine guerrier pour s'occuper du monstre. Mais celui-ci n'a même pas pu l'égratigner et s'est fait écraser. Le fermier montre un croquis du monstre qui n'a que 2 paires de bras gigantesques et musclés et un œil en guise de corps. Les 2 moines guerriers avec lui reconnaissent le monstre comme Shakogen et ils sont furieux d'apprendre que le moine tué plus tôt était l'un de leurs amis. Ils se préparent à traquer le monstre et Shin craint que les moines guerriers n'essaient de chasser Tama puisqu'elle est aussi un esprit.
Tama l'assure que les moines guerriers n'attaquent que les monstres et les esprits qui désirent attaquer les humains. Elle demande ensuite à Shin pourquoi il les suit et il invente rapidement une excuse de coïncidence puis s'endort. Jinka est irrité par lui mais Tama pense que le garçon a du potentiel. Le lendemain matin, Shin se réveille un peu tard et découvre que les frères et sœurs esprits, ainsi que les moines guerriers, ont quitté l'auberge. Il court vers eux et trouve les deux parties se lançant des regards noirs, alors il se cache pour les espionner. Les moines guerriers se disputent avec Jinka, qui pense que le monstre Shakugen a peut-être déjà tué des humains, mais que ce n'est pas une raison valable pour le traquer. Tama l'empêche de s'emporter et demande aux moines s'il y a une raison connue pour laquelle Shakugen blesse les humains. Les moines affirment qu'on leur a ordonné de garder le secret et les deux parties sont dans une impasse. Soudain, un bras musclé géant apparaît derrière Shin et il panique en voyant le monstre Shakugen. Les prêtres se précipitent vers le monstre et l'un d'eux repousse Shin en sécurité. Ils utilisent de leur pouvoir spirituel pour lier le monstre, mais ils ne sont pas assez forts pour le maîtriser. Le monstre se libère de leurs liens et les repousse, alors Tama demande à Jinka d'aider les moines. Il se précipite vers le monstre, le frappe avec son bâton et continue d'esquiver et de bloquer ses coups lourds. Il lance plusieurs talismans en l'air et invoque des bras de bronze qui immobilisent le monstre, mais juste au moment de porter le coup final, Jinka sent que quelque chose ne va pas. Il esquive l'attaque du monstre, ramasse les deux moines inconscients et s'enfuit à toute vitesse. Shin panique, laissé derrière, et les poursuit aussi vite qu'il le peut. Il se repose dans une cabane près de la forêt et Shin demande comment Jinka n'est pas fatigué après avoir porté deux hommes adultes et couru cette distance à pleine vitesse. Tama remarque qu'il est assez spécial et que son maître Koku a dû l'entraîner assez rudement. Les moines sont stupéfaits en entendant le nom de Koku, car cet homme était un sage guerrier légendaire qui avait vaincu d'innombrables esprits maléfiques. Après cela, Tama dit aux moines qu'ils leur doivent la vie, à Jinka et à elle, et leur demande de révéler tout ce qu'ils savent sur le monstre Shakugun. Le moine supérieur, Inga, décide de révéler la vérité, mais insiste sur le fait que ce sera assez désagréable à entendre. Il explique que Shakugan est un humain spirituellement amélioré créé par le temple d'Angai. En gros, ils essayaient de transformer des humains au potentiel spirituel en esprits artificiels pour augmenter leur force de combat, mais Shaku est devenue folle et s'est enfuie. Elle est retournée dans son village et a tué tout le monde là-bas parce qu'elle en voulait aux villageois. Shin est furieux en entendant cela car toute sa vie, on lui a enseigné que les faibles n'ont pas le droit de vivre. C'est pourquoi il a juré de devenir fort, quoi qu'il en coûte. Il attrape le col d'un moine, lui demandant comment il ose transformer un humain en monstre. Les moines disent que Shaku était déjà une paria au départ et qu'ils allaient l'accueillir comme membre du temple d'Angai. Cependant, maintenant qu'elle a un nombre de victimes à 3 chiffres, ils n'ont pas d'autre choix que de l'éliminer. Shin est furieux, mais Tama le repousse et dit aux moines de laisser tout aux frères et sœurs réformateurs du monde. Les moines résistent, mais Tama leur dit qu'ils ne peuvent de toute façon pas vaincre Shaku et Inga abandonne. Tama et Jinka sortent et combinent leurs pouvoirs pour la transformation spirituelle. Tama gémit un peu tandis que Jinka absorbe son pouvoir et devient lui-même un esprit renard, puis soudain, Shaku bondit vers eux. Jinka l'attaque immédiatement, mais ses coups à pleine puissance ne suffisent pas à lui infliger de sérieux dégâts. Shaku le projette en l'air d'un coup, puis rassemble de l'énergie pour lancer un canon spirituel. Jinka envoie un gigantesque point de bronze qui transperce le canon spirituel et écrase Shaku. L'attaque dévastatrice détruit le corps du monstre ainsi que la zone environnante. Il n'a détruit que les parties monstrueuses de Shaku et a pu sauver la jeune fille à l'intérieur. Shin s'approche, la regarde attentivement comme un pervers, et quand les moines lui disent qu'ils ramèneront la fille au temple, il est prêt à dégainer son épée contre eux. Inga décide d'abandonner car ils n'ont aucune chance de vaincre Jinka. Tama constate que Shaku va bien, mais elle se retourne ensuite pour faire face aux moines et dit qu'ils méritent leur punition, qu'ils recevront en chemin vers leur temple. Inga la prévient qu'il y a 300 moines guerriers là-bas et Jinka affirme que les vaincre ne sera pas un problème. Shaku reprend ses esprits, mais elle ne se souvient de rien de ce qui s'est passé après son arrivée au temple. Elle se souvient qu'elle rentrait chez elle après avoir cueilli des légumes quand elle a découvert que son père bâtard l'avait vendu à un moine. Le moine lui a offert un endroit où appartenir et le pouvoir de ne pas être intimidée, puis l'a emmenée dans les montagnes où elle a été endormie. C'était le dernier souvenir de Shaku, et elle n'a aucun souvenir de la chirurgie de transformation spirituelle ni des ravages qu'elle a causés. Jinka lui explique l'essentiel et Tama lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Après cela, Shaku mène le groupe au quartier général du temple d'Angai et Jinka est prêt à les affronter de front. Tama lui dit de juste effrayer les moines et de leur faire la leçon sur les expériences humaines illégales, puis demande aux deux humains de venir sur le côté avec elle. Jinka demande à Tama de lui donner un peu plus de pouvoir cette fois et elle l'emmène dans un coin tranquille en rougissant. Quelques instants plus tard, Jinka est en mode transformation spirituelle et se dirige vers le temple où tous les moines guerriers sont prêts à l'affronter.
Sous le commandement d'Inga, les moines chargent et poignardent Jinka. Cependant, il leur a fait un coup à la Naruto. Et tout ce qu'ils ont poignardé était une poupée de papier magique. Le vrai Jinka est sur le toit et il transforme l'une de ses queues en point de bronze et matraque tous les moines. Cependant, Inga sort un Glock du XVIe siècle et lui tire dans la jambe. Malgré cela, Jinka se déplace à la vitesse de l'éclair et assomme les moines un par un. Il part pour achever Inga, mais une équipe de moines a rassemblé de l'énergie pour l'abattre avec leur canon spirituel. Leur attaque prend Jinka par surprise et il est touché à bout portant. Le résultat est une explosion gigantesque, mais Jinka est toujours parfaitement indemne. Il dissipe la fumée de l'explosion, puis attaque les moines avec le bras de bronze géant. Il descend au sol et commence à courir vers le château, au fond des montagnes, qui est le laboratoire où Shaku a été emmené. Tama et les autres observaient le combat de loin, et elle a utilisé ses oreilles de renard pour sentir que Jinka avait déjà franchi la porte et était entré dans le temple. Shin est curieux car il pensait qu'elle se transformait en humaine en donnant son pouvoir à Jinka. Elle lui montre qu'elle a 2 paires d'oreilles, des oreilles humaines et des oreilles de renard, qui lui rappellent de ne pas oublier qui elle est vraiment. Pendant ce temps, Jinka approchait du laboratoire secret du temple quand un groupe de prêtres supérieurs arrive. Le grand prêtre, Yeisen, aperçoit Jinka et il n'est pas content que les moines à l'entrée aient laissé entrer un simple garçon comme lui. Il ne compte pas le combattre et envoie plutôt un autre moine qui se transforme en un hideux gobelin. Il bondit vers Jinka et l'attrape. Même s'il essaie d'esquiver, le moine gobelin tente de l'étrangler, mais Jinka transforme l'une de ses queues en bras de bois et l'attrape à son tour. Il a étranglé le moine monstre, mais à présent, il a perdu beaucoup d'énergie spirituelle. Inga et son partenaire arrivent et demandent à Jinka pourquoi il tient tant à attaquer leur laboratoire. Il réalise qu'ils essaient juste de gagner du temps pour les renforts, mais il a aussi besoin de se reposer, alors il les amuse. Jinka déclare qu'il est là pour voler leur matériel de recherche afin de perfectionner la technique de transformation spirituelle de son maître. Il veut devenir un véritable esprit, contrairement à sa transformation temporaire actuelle ou à la technique minable utilisée plus tôt par le moine. Sur ce, il est suffisamment reposé et se dirige vers l'installation secrète. Il la trouve bientôt, mais Yeisen monte la garde. Jinka saute haut dans les airs et se prépare à détruire le bâtiment, mais soudain, le bâtiment commence à trembler et à s'élever au-dessus du sol. Il s'avère qu'un gigantesque esprit de pierre est fusionné avec les fondations du bâtiment et sur l'ordre de Yeisen, il projette Jinka dans la montagne voisine. En conséquence, sa transformation spirituelle est annulée et alors que Tama redevient normale, elle craint que Jinka ne soit inconscient ou mort. Juste à ce moment, un autre prêtre arrive cherchant à ramener Shaku au temple. C'est aussi un humain spirituellement amélioré qui se transforme en hybride loup-ours. Ses paroles résonnent en Shaku, et soudain, les souvenirs de son temps en tant qu'humaine spirituellement améliorée lui reviennent. Shin agit pour sauver tout le monde et tombe à genoux suppliant le prêtre loup de les laisser partir, car ils ne sont qu'un groupe de voyageurs ordinaires qui n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Il déploie ses griffes et Shin le serre dans ses bras, le suppliant toujours de les épargner. Tama lui dit de s'éloigner, mais il lui demande soit de courir, soit de le sauver. Le prêtre monstre décide de le tuer maintenant, mais soudain, le bras de Shaku se transforme en celui de sa forme monstrueuse. Elle demande à Shin de s'éloigner, puis frappe le prêtre monstre d'un puissant coup de poing qui l'envoie voler. Shaku parvient à peine à se contrôler et maintenant elle se souvient de toutes les horribles actions qu'elle a commises en tant que monstre. Elle a tué les garçons qui l'a harcelé et même son père avide. Elle se met à pleurer et s'enfuit. Shin essaie de la poursuivre, mais Tama l'arrête, disant qu'il vaut mieux laisser Shaku gérer ses souvenirs douloureux et sa solitude. Shin décide quand même de l'aider et la poursuit. Après être resté seul, Tama se souvient de la mort d'un vieil ami qui lui avait appris à quel point les humains sont fragiles et comment cela l'avait dévasté. D'un autre côté, Jinka rêve aussi du passé. Quand il s'entraînait sous le légendaire sage guerrier, il avait un monstre poilu comme ami et gardien qui fut tué par des humains. Jinka fut dévasté en le découvrant et il réalisa que l'humain qui avait porté le coup fatal à son ami était toujours en vie, l'insultant. Submergé par la haine et la rage, il saisit une épée tranchante et frappe à l'homme. Sur ce, son rêve se termine brusquement et il se réveille dans une petite flaque. Il trouve un paquet de tissus devant lui et le grand prêtre, Yeisen, lui parle à travers. Il est impressionné que Jinka ait enduré un coup de l'esprit du château et promet qu'il l'achèvera bientôt. De retour dans la forêt, Shin cherche Shaku quand il trébuche soudain sur une racine d'arbre et roule jusqu'au bord de la falaise même où Shaku était assise. Elle s'enfuit dès qu'elle le voit et lui demande de ne pas s'approcher d'elle, puisqu'elle est un monstre et une meurtrière. Shin dit qu'elle n'y était pour rien et que les choses étaient hors de son contrôle, mais Shaku se souvient clairement qu'elle a pris la main du prêtre louche quand il lui a offert le pouvoir. C'est pourquoi elle se blâme pour la mort de tous, mais Shin lui demande ce qu'il y a de mal à vouloir du pouvoir. Soudain, la roche sous ses pieds se fissure et il glisse le long de la falaise. Il s'accroche de toutes ses forces et au lieu de l'aider, Shaku s'enfuit. Les rochers se brisent davantage et Shin tombe.
Mais heureusement, la chute est courte et indolore. Tama vient le voir, l'empêche de poursuivre Shaku à nouveau et lui demande pourquoi il s'inquiète tant pour elle. Shin ressent une douleur dans la poitrine en se souvenant de Shaku en pleurs et dit qu'il a l'impression de ne jamais devoir la laisser seule. Il dit que les esprits comme Tama comprendront ses sentiments de toute façon et commence à courir. Elle le frappe avec un bâton et lui dit que Shaku est parti de l'autre côté, alors ils la poursuivent ensemble. D'un autre côté, Jinka essaie d'atteindre Tama quand Shaku le dépasse et alors qu'elle s'arrête pour demander s'il va bien, Shin apparaît et la plaque au sol. Shaku le menace de le poursuivre pour harcèlement au travail, mais il ne la lâche pas. Il lui dit qu'il est juste de chercher le pouvoir car les faibles sont toujours opprimés et ce n'était pas sa faute si elle a été illégalement expérimentée. Il se met à pleurer, disant qu'elle n'a rien fait de mal, et Shaku est également ému aux larmes en le voyant. Alors qu'ils pleurent et se tiennent la main, Tama et Jinka se souviennent tous deux des amis qu'ils ont perdus. Tama demande à Jinka de les voir et de se souvenir que tous les humains ne sont pas mauvais. Après cela, Tama demande à Shaku de les rejoindre, mais Jinka ne pense pas qu'il soit sage de les laisser, elle et Shin, venir avec eux car les assassins du grand prêtre sont à ses trousses. Tama lui demande de prouver qu'il a le pouvoir de protéger tout le monde et d'apprendre à vivre des deux humains. Le lendemain, ils arrivent à la maison où Jinka a vécu avec son défunt maître. Il commence aussi à s'entraîner avec Shin en utilisant des épées en bois et lui botte les fesses en un instant. D'un autre côté, Tama a une robe sans manches pour Shaku afin qu'elle puisse transformer ses bras en leur version monstrueuse sans aucune entrave. Plus tard, alors qu'ils sont tous assis en silence, un esprit de type fantôme arrive. Il salue Tama et Jinka avant de les informer d'un esprit maléfique qui exige des sacrifices des villageois sans rien faire pour eux en retour. Le fantôme part sur ces mots et Tama décide aussi d'aller voir l'esprit maléfique elle-même avec Jinka, laissant Shin et Shaku derrière pour faire des tâches ménagères. Une fois que Tama et Jinka atteignent le village, ils demandent aux villageois de les mener aux esprits. Le chef du village pense qu'ils demanderont de l'argent pour cela, mais Tama lui dit fermement qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Au lieu de cela, elle veut lancer une chaîne de bienveillance et demande aux villageois d'être gentils avec les étrangers comme paiement. Ils envoient un garçon avec elle et Jinka pour les mener à la cachette de l'esprit. En chemin, le garçon se met soudain à faire une crise, disant que l'esprit a mangé sa mère hier et les maudissant de ne pas être venu plus tôt. Tama le gifle immédiatement et lui dit d'arrêter d'espérer la perfection quand quelqu'un vient le sauver. Et s'il a le temps de se plaindre, il devrait plutôt travailler dur pour devenir fort. Ils atteignent bientôt le lac où vit l'esprit et il dit à Tama qu'il mange les villageois pour épargner leur village. Tama lui demande de s'excuser ou de mourir et l'horrible esprit crache immédiatement une énorme boule de boue vers elle. Tama ne bronche même pas et Jinka les sauve, elle et le garçon, juste à temps. Il dit à l'esprit que personne ne peut le sauver maintenant car il a osé attaquer sa sœur. L'esprit est sidéré et il sort soudainement de son ventre la femme qu'il a mangée hier. Heureusement, elle est toujours indemne et l'esprit l'utilise comme otage pour s'assurer que Jinka ne l'attaque pas. Soudain, le garçon tombe à genoux et supplie l'esprit de laisser partir sa mère et de l'utiliser lui comme otage à la place. Taima se tourne vers Jinka et lui dit qu'il doit décider quoi faire maintenant. Il prévoit d'ignorer l'otage et de tuer l'esprit, mais quand il voit le garçon pleurer, il hésite. Soudain, quelqu'un d'autre découpe l'esprit et sauve la femme avant de remarquer que l'élève du légendaire sage guerrier n'est pas comme il s'y attendait. Le samouraï en haillons atterrit devant Jinka et Tama et leur dit qu'il est un assassin envoyé par le temple d'Angai. Il affirme qu'il va prendre la mère et le fils en otage et si Jinka veut qu'ils soient nos libres, il doit le combattre. Jinka ne peut se résoudre à ignorer et abandonner les deux humains, alors il accepte le duel du samouraï. Ils arrivent donc dans un champ ouvert où l'homme se présente comme Reido, un mercenaire qui tue les esprits et les mange. Jinka est furieux en entendant cela et il attaque Reido avec colère. Le samouraï esquive facilement son attaque et commence à flotter dans le ciel. Jinka utilise un sort de flamme et se lance vers lui avant de lui lancer une puissante attaque de feu. Reido le contre avec son épée magique qui peut contrôler le flux d'air autour de lui, puis attaque Jinka avec une puissante entaille de vent. Il utilise le bras de bronze pour bloquer, puis l'attaque avec d'épaisses racines d'arbres. Reido esquive cela aussi et Jinka utilise ensuite la magie de l'eau, mais même cela est inutile. Les deux sont épuisés maintenant et Reido rengaine son épée magique, affirmant qu'elle ne peut pas le vaincre. Au lieu de cela, il sort son épée ordinaire pour montrer à Jinka à quel point les humains peuvent être dangereux. Jinka l'attaque avec un point de bronze, mais Reido esquive tout et l'attaque ensuite avec l'épée. Jinka ne peut bloquer ses attaques qu'avec son bâton et il perd bientôt le contrôle de ses émotions après avoir été à bout. Il abandonne la défense pour attaquer Reido et il utilise cette chance pour l'esquiver et balancer son épée vers son cou. Jinka craint de mourir maintenant, mais Reido s'arrête avant de le blesser. Jinka tombe à genoux alors que sa transformation spirituelle est annulée. Reido lui dit qu'il a de la chance de vivre puis demande à Tama de raisonner cet idiot. Jinka est blessé émotionnellement par sa défaite et il boude sur le chemin du retour. Le lendemain, il va à la rivière pour bouder alors que Shaku vient l'appeler pour le petit déjeuner.
Il lui dit de rentrer, mais elle le traîne par le cou, mais alors soudain, un prêtre de Dangai arrive avec une lettre de défi pour Jinka. Il lui dit de combattre Reidu, à nouveau, sa vie en jeu cette fois. Le prêtre l'appelle Jinka Yamato et lui dit que la famille Yamato sera écrasée s'il ne se bat pas. Jinka lui dit qu'il ne se soucie pas de sa famille qui l'a abandonné, mais le prêtre rit et lui dit de venir se battre s'il veut toujours les sauver. Une fois arrivé à la maison, Tama demande à Jinka ce qu'il veut faire. Il répond qu'il ne se soucie pas de la famille Yamato, mais il n'acceptera pas d'être vaincu par un humain. Le lendemain, Jinka et Reidu se font face pour leur revanche. Ils se chargent l'un l'autre, et cette fois Jinka utilise aussi une épée. Cependant, juste au moment où ils échangent le premier coup, il réalise qu'il a fait un mauvais premier mouvement. Reidu le repousse et lui poignarde le bras, mais juste au moment où il est sur le point d'achever Jinka, il utilise un mouvement désespéré pour sauver sa vie. Il utilise le point de bronze et frappe Reidu ainsi que lui-même avec, les projetant tous deux au sol. Jinka rit et libère son énergie spirituelle, disant à Reidu qu'il est temps de devenir sérieux, mais l'homme a déjà abandonné, disant qu'il ne peut même plus bouger maintenant. Jinka rit pour célébrer sa victoire et retourne à son état normal. Reidu lui demande de le tuer maintenant, mais il refuse. Le narguant qu'il a de la chance de vivre, il retourne vers ses amis qui sont vraiment heureux qu'il ait gagné. Pendant ce temps, le prêtre s'approche de Reidu qui veut savoir ce qu'il adviendra de sa sœur, maintenant qu'il a échoué sa mission. Le prêtre lui donne une lettre de sa sœur qui s'est portée volontaire pour être la prochaine assassin à terminer le travail de son frère. Le prêtre dit qu'elle réussira certainement car elle est l'une des 4 chefs bêtes du temple Dangai. Peu après, Shin commence à apporter discrètement de la nourriture au Reidu blessé en échange de leçons d'épée de sa part. Tama et Jinka le suivent sans être remarqués et Jinka crie fort et le surprend. Dès que Shin le remarque, il essaie d'expliquer que Reidu n'est plus leur ennemi. Jinka le sait aussi, alors il amène le samouraï blessé chez eux et lui donne un lit confortable. Là, Reidu révèle que les membres de son clan ont un pouvoir spirituel plus fort que les humains moyens, c'est pourquoi il s'est porté volontaire pour être un chasseur d'esprit et sa sœur est devenue nonne au temple. Le prêtre lui a dit que sa sœur était faible et que sa vie était entre leurs mains pour lui faire leur sale boulot, mais après sa défaite, ils ont révélé qu'elle est actuellement l'une de leurs 4 chefs bêtes. Reidu avertit Jinka que sa sœur Heigen va venir après lui et lui dit de se préparer. Tama fait quelques calculs mentaux et découvre que Heigen est en fait une humaine spirituellement améliorée comme Shaku. Bientôt, le monstre arbre entre en dodelinant dans leur maison et s'allonge sur un lit avant de révéler qu'une femme l'a chassé de chez lui et lui a ensuite dit d'envoyer Jinka à elle. Tout le monde réalise instantanément que ce doit être Hagen et Jinka part en colère pour l'affronter. Reidu veut venir aussi et Shaku aussi, ce qui laisse Shin en charge de l'esprit invité et de la maison. Jinka et les autres atteignent le sommet de la colline où Hagen les attend. Elle est contente de voir que son frère est toujours en vie, mais Jinka interrompt leur retrouvaille et dit à la fille de commencer le combat déjà. Tama partage son pouvoir avec lui pour le laisser se transformer. En réponse, Hagen lève sa jupe et commence aussi sa transformation. Au lieu de ses jambes, une main de pierre géante apparaît et elle dit à son frère qu'après avoir terminé cette mission, elle l'emmènera dans un endroit où il pourra vivre paisiblement. Jinka est prêt à se battre avec elle, mais alors soudain, Shaku s'avance. Elle se présente comme Kagan, l'esprit scellé à l'intérieur d'une fille humaine. Elle interpelle aussi l'esprit, Sogen, scellé à l'intérieur de Heigen, lui demandant si elle ne la reconnaît pas. Tama et Jinka comprennent que le temple crée des humains spirituellement améliorés en scellant des esprits à l'intérieur d'humains. Jinka est enragé d'apprendre cela et il prévoit de tuer Heigen, mais Shaku n'a pas encore fini de parler. Plus précisément, l'esprit Kagan en elle essaie de parler à son amie, qui est dans le corps de Heigen, mais elle lui dit qu'elle a dévoré la conscience de l'esprit nommé Sogen. Elle appelle Shaku une pièce défectueuse parce qu'elle a laissé la conscience de l'esprit prospérer, et elle déclare qu'elle la tuera aussi dans le cadre de sa mission. Shaku est furieuse maintenant et elle dit à Jinka de reculer car c'est son combat. Elle charge Hagen et bloque son doigt de pierre géant d'une main et de l'autre, elle lui lance un canon spirituel. Cependant, Hagen le bloque en utilisant des talismans puis tire 4 canons spirituels sur Shaku à la fois. Elle esquive l'explosion géante causée par eux et grimpe sur le bras de pierre pour attaquer Hagen de près. Shaku la frappe et brise presque la barrière défensive de ses talismans quand sa main de pierre commence à s'agiter et Shaku doit battre en retraite. D'autre part, Shin porte l'esprit de l'arbre en le nourrissant de vers de terre. Il sort pour ramasser plus de vers de terre quand il ressent une pression intense. Shin regarde autour de lui et voit un grand prêtre aux cheveux blancs et son assistant avec une obscurité insondable dans les yeux. Alors que Shin établit un contact visuel avec le garçon, il voit une rivière de sang et tombe à genoux. Le prêtre et le garçon s'éloignent et l'esprit de l'arbre arrive, disant à Shin qu'il a senti un dragon. Il lui demande de se précipiter vers Jinka et les autres et de leur dire d'évacuer dès que possible. Shin se dépêche vers le sommet de la colline et dit à ses amis que l'esprit de l'arbre veut qu'il s'enfuit parce qu'il sent un dragon.
Jinka panique en entendant parler d'un dragon et il essaie de s'enfuir, mais alors une intense vague spirituelle traverse la zone et le prêtre appelé Ji-Han se tient juste devant eux. Il dit à Hagen qu'elle sera exécutée pour avoir assassiné un haut fonctionnaire du gouvernement. Il disparaît de son emplacement puis apparaît instantanément devant Hagen et la frappe jusqu'à l'oubli. Tout le monde est stupéfait en voyant sa transformation en dragon pendant une seconde et Ji-Han redevient normal pour affronter Jinka et le tuer. Jinka panique et s'enfuit, disant à tout le monde de se disperser et de se retrouver à la grotte du perdant. Il lance des bombes fumigènes sur Ji-Han aveugle et alors soudain, lui, Shin et Reidu attaquent le prêtre dragon. Cependant, le garçon nommé Senya les transperce tous en un instant en utilisant son bras monstrueux, seulement pour réaliser qu'il n'était admis que des illusions créées à l'aide de poupées en papier. Pendant ce temps, tout le monde se rassemble dans la grotte de Reidu et Shaku a même sauvé Hagen. Cependant, Hagen a perdu toute la moitié inférieure de son corps et elle est à peine en vie. Reidu lui demande si elle a vraiment tué un fonctionnaire du gouvernement et elle admet l'avoir fait sur l'ordre de ses supérieurs. Elle affirme l'avoir fait pour pouvoir réussir. Et alors son frère n'aurait plus à vivre dans l'obscurité des enfers. Reidu lui dit qu'il n'a pas de grand projet et qu'il aurait été content de vivre heureux avec elle. Hagen perd la tête à cela et libère son énergie de réserve, disant qu'elle ne restera pas avec un perdant comme lui. Elle prévoit d'aller chercher refuge auprès de son patron et veut manger Tama pour retrouver sa force. Jinka l'attaque avant qu'elle n'atteigne Tama, la poignardant avec son bâton et la clouant contre les rochers. Il lui souhaite un bon voyage vers l'au-delà et Hagen marmonne qu'elle voulait être humaine avant de disparaître. L'esprit à l'intérieur de Shaku est frustré par la mort de son ami et se plaint de pourquoi Hagen a dû la consommer. Tama la réconforte puis dit à Jinka qu'il doit combattre le dragon. Il refuse, disant qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse gagner, mais elle lui dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le vaincre s'ils veulent survivre. Elle sait que ce n'est pas possible pour l'instant, alors elle a un plan. Tama déclare qu'ils vont attaquer et fermer les laboratoires du temple, voler leur matériel de recherche pour les aider à se préparer contre le dragon, et ils feront tout cela en s'enfuyant. Shaku interrompt en disant que son esprit, Kagan, veut collecter les restes de son ami et les emmener chez eux. Tama décide d'aller à cet endroit en premier aussi, mais Reidu prévoit de se séparer d'eux et de nettoyer le désordre de sa sœur. Alors qu'ils continuent leur voyage, Shin est vraiment heureux car Reidu lui a offert son épée magique avant de partir, car il croyait qu'il ne pouvait pas expier les péchés de sa sœur avec une épée des enfers. Shin sort joyeusement l'épée malgré l'avertissement de Jinka et les vents intenses libérés par l'épée l'envoient dans le ciel. Après qu'il se soit écrasé au sol, Jinka lui dit que puisqu'il n'a pas de vrai pouvoir spirituel, il ne peut pas encore contrôler l'épée. Cependant, Tama l'assure qu'en gardant l'épée près de lui tout le temps, il développera sa propre force spirituelle. Ils font une pause plus tard et Tama fait une sieste sur les genoux de Shaku. Soudain, elle sent quelque chose qui la réveille. Elle court avec enthousiasme vers la forêt, disant à tout le monde de la suivre. Ils se retrouvent bientôt face à face avec 3 esprits singes qui portent des barils d'alcool. Tama leur offre un radis pour l'acheter, mais les singes disent que l'alcool est pour leur invité et qu'elle devrait demander à l'invité si elle le veut. Elle accepte l'accord et leur demande joyeusement de montrer le chemin. Ils arrivent à l'emplacement des invités, un homme gigantesque savourant le goût de la liqueur spéciale brassée par les esprits singes. Dès qu'il voit 3 humains et un esprit renard, il réalise que ce sont eux qui ont attaqué le temple principal de Dangai. Il se présente fièrement comme Doran le Tigre, l'un des 4 chefs bêtes du temple Dangai, mais leur dit de ne pas être si méfiant envers lui car il n'est pas en mission pour les capturer. Cependant, il ne peut pas les ignorer car ce sont des criminels recherchés. Alors Tama suggère un moyen de régler les choses pacifiquement. Elle défie Doran à un concours de boissons et s'il gagne, il les laissera partir. Il accepte le défi et tout le monde s'assied pour boire. Jinka est assommé dès la première gorgée, tandis que le reste de l'équipage réalise que les esprits singes brassent vraiment le meilleur alcool du monde. Tama demande à Doran pourquoi un prêtre comme lui est venu jusqu'ici juste pour boire et il révèle l'histoire de comment il a combattu un esprit tigre dans cette région. Il a été forcé de battre en retraite après une blessure. Mais ensuite, il a trouvé les singes qui étaient terrorisés par le tigre. Il a utilisé leur alcool pour enivrer le tigre et l'affaiblir et ils se sont battus à nouveau. Le combat a duré longtemps et le tigre a fini par sangloter. Quand Doran a senti qu'il allait mourir, les singes sont venus à son secours et ont frappé la tête du tigre avec un pot d'alcool. Profitant de cette chance, Doran l'a achevé et ensuite il est devenu de bons amis avec les esprits singes. Ils boivent toute la journée et grâce à la bonne humeur, Doran dit à Tama de lui demander tout ce qu'elle veut. Elle saisit l'occasion et lui demande la faiblesse du prêtre dragon Ji-Hoon et il répond qu'il ne supporte pas la nourriture épicée. Doran dit à Tama que personne d'autre que lui ne vaincra Ji-Han car ils sont des rivaux de toujours. Le concours de boissons continue tard dans la nuit et après que tout le monde se soit évanoui, Shaku est celle qui a réellement bu plus que Doran et l'a forcé à accepter sa défaite. Le lendemain matin, tout le monde se réveille avec la gueule de bois, sauf Jinka et Shaku. Avant de partir, Doran dit à Jinka que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ils devraient se battre l'un contre l'autre.
Peu après, ils arrivent à un village protégé par une barrière. Shaku dit que Kagan veut traverser ce village car c'est le bon chemin vers sa ville natale. Tama se demande s'il y a un moyen de traverser la barrière et Jinka suggère qu'il peut ouvrir un petit trou dans la barrière pour qu'une personne puisse passer. Tama décide d'être celle qui ira à l'intérieur et négociera en premier. Alors Jinka ouvre un petit trou dans la barrière et elle y saute. Elle trouve que tout le village semble être vide et cela ne semble pas non plus être un piège. Soudain, un esprit de Slim masqué arrive et lui demande de s'arrêter, puis se présente comme Fuku. Tama demande à l'esprit s'il a jeté la barrière et Fuku affirme, disant que la barrière est là pour protéger le village du changement. Il demande à Tama si elle n'a jamais souhaité que demain ne vienne jamais, et même si elle le nie, l'esprit peut lire ses souvenirs de la mort de son amie humaine. Il a pitié de Tama et lui demande de le suivre afin qu'il puisse la protéger. Elle suit Fuku, lui dit que l'avenir n'est pas toujours mauvais et lui demande de retirer la barrière. Fuku refuse et commence à taquiner Tama, alors elle le gifle, le faisant s'enfuir. Alors que Tama poursuit l'esprit, elle ouvre la porte d'une maison et ce qu'elle y voit l'horrifie et la peine. Elle appelle Fuku pour parler pacifiquement et lui dit que même si elle était dévastée quand elle a perdu son ami, elle a trouvé de nouveaux amis et elle est heureuse maintenant. Tama dit à l'esprit qu'il ne peut pas arrêter le cours du temps et remplir son devoir de protéger les villageois car tout le monde est mort. L'esprit est triste maintenant, mais Tama le serre dans ses bras, disant qu'il a fait de son mieux. Elle remercie Fuku d'avoir essayé de la sauver aussi, et l'esprit est ému aux larmes. Il disparaît après avoir accepté que son rôle dans ce monde est terminé, et la barrière commence à disparaître. Dehors, Jinka et les autres attendaient patiemment quand un autre assassin envoyé par le temple est arrivé là pour les tuer. Il se présente comme Reshin, l'un des 4 chefs bêtes. Shin croit que Jinka ne peut pas se transformer avec Tama ici, alors il est sur le point de tirer son épée, mais Jinka le lui interdit. Il jure de vaincre Reshin sans les pouvoirs de Tama. L'assassin sort soudainement une épée de son sac magique, donnée par Yazin. Il attaque Jinka, puis fait sortir de nombreuses lames de la lame pour l'attaquer avec elle. Soudain, la barrière derrière eux disparaît, distrayant Jinka et donnant à Reshin la chance de le frapper. Cependant, Jinka revient le combattre après sa transformation spirituelle et l'envoie voler avec une attaque de poing de bronze. Tama les rejoint bientôt et leur dit qu'elle a tout résolu pacifiquement, alors ils devraient reprendre leur voyage. Finalement, ils atteignent une vallée que Kagan prétend être son village, mais il ne semble y avoir aucune autre forme de vie. Soudain, les murs de la vallée commencent à trembler et un visage gigantesque apparaît là, accueillant Kagan chez elle. Ils trouvent une variété d'esprits de type terre là-bas, et alors que Shin fait des pompes avec des bébés esprits rocheux sur son dos, Tama remarque qu'il s'engage tout naturellement avec eux. Elle dit à Jinka qu'il est facile pour les humains et les esprits de coexister et lui demande pourquoi il veut devenir un esprit. Il ne lui donne pas de réponse, mais la raison pour laquelle il veut devenir un esprit est qu'il peut augmenter sa durée de vie et rester auprès de Tama pour toujours. Alors qu'il marche sans but, Jinka aperçoit une femme enceinte en difficulté sur la route, alors il l'emmène au village des esprits. Ils parlent avec le visage de Pierre Géant, qui est l'ancien du village, et il permet à la femme de rester dans le village jusqu'à ce qu'elle accouche. Jinka lui a aussi fait avaler des talismans, de sorte que tous les esprits lui apparaissent humains. Tama décide qu'ils resteront aussi avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à partir. La nuit, Shin pratique ses balancements au sommet de la vallée et Shaku vient le voir. Elle demande s'il est vraiment si important pour lui de devenir fort rapidement et il répond que tout le monde, sauf lui, a accompli de grandes choses dans leur voyage et il est le seul faible. Shaku lui dit que c'est lui qui est venu après elle quand elle courait et l'a sauvée. Elle se met soudainement à rougir après avoir dit cela et essaie de s'enfuir, mais Kagan l'arrête car elle a aussi des affaires avec le garçon. Kagan demande à Shin de tirer son épée magique et promet de lui donner des conseils sur la façon de l'utiliser. Shin tire nerveusement son épée, mais la pression du vent le renvoie voler une fois de plus. Kagan lui dit qu'il ne communique pas avec l'épée. Shin essaie de considérer l'épée comme une personne et réalise qu'elle ne l'accepterait pas si facilement à cause de son attachement à son précédent maître. Il dit à Kagan qu'il a aussi appris à manier une épée du fantôme d'un samouraï, donc il est en quelque sorte un bon auditeur quand il s'agit d'esprit. Kagan est impressionné et lui dit de continuer à s'entraîner dur afin qu'il puisse devenir un homme digne d'épouser Shaku. Shin rougit en entendant cela, et même Shaku rougit comme une folle après avoir repris le contrôle de son corps à Kagan. Elle crie et s'enfuit, mais maintenant Shin est déterminé à devenir un homme digne d'elle. Le lendemain, il rend par visite à la femme enceinte et Shaku sent le bébé bouger. Tama dit à Jinka de le sentir aussi, mais juste au moment où il est sur le point de toucher le ventre de la femme avec ses mains moites, elle entre en travail. Au même moment, Doran et Reshin sont arrivés au village, chargés de la mission de chasser Jinka cette fois-ci. Tandis que Reshin tente de menacer l'ancien du village, Doran le gifle et demande poliment la permission de défier en duel un ennemi du temple d'Angmai. L'ancien transmet le message à ses invités et en quelques instants, Jinka, Shin et Shaku arrivent pour l'affronter.
Jinka est déjà transformé en esprit et Doran est vraiment impatient de se mesurer à lui. Cependant, Reshin remarque l'absence de Tama, alors il s'éclipse discrètement pour la retrouver. Doran déclare alors qu'il va lui aussi révéler sa véritable forme. Il libère une quantité incroyable d'énergie spirituelle qui dévaste le sol, puis se transforme en homme tigre. Il adopte aussitôt une posture de boxeur et fonce sur Jinka, le criblant d'une rafale de coups de poing ultra rapide. Jinka est projeté au loin, alors il utilise son attaque de flamme sur Doran qui encaisse tout sans broncher. Jinka le fouette ensuite avec la racine d'arbre, mais même cela s'avère inutile. Doran contracte fièrement ses muscles, puis charge à nouveau Jinka, qui utilise ses points de bronze pour contrer son coup. Le point de bronze est aussi détruit et Jinka est projeté, mais il met toute sa force dans l'attaque suivante et frappe Doran avec 2 points de bronze. L'attaque dévastatrice parvient à faire tomber l'homme tigre et lui inflige de lourds dégâts, mais Jinka en souffre aussi énormément. Doran se relève et déclare que c'est ainsi que les vrais hommes devraient se battre, et Jinka se met à rire comme un fou. Il réalise qu'il veut continuer à combattre Doran et le charge cette fois avec des points de fer géants. Il se frappe, rit de façon démente et se frappe encore. Shin et Shaku ne peuvent que les fixer quand soudain Reshin apparaît derrière eux et demande ce qu'il cache dans la zone derrière lui. Shaku l'attaque immédiatement, mais il disparaît car ce n'était qu'une illusion. Il claque des doigts avant de disparaître et soudain un énorme rocher se détache de la vallée et commence à rouler vers la cabane qui est dissimulée par la magie. Tout le monde est choqué de voir ça et voyant Jinka distrait, Doran le projette contre les rochers. Pendant ce temps, Shaku et Kagan utilisent là toute leur force pour empêcher le rocher de rouler vers la cabane. Elle est déjà à l'œuvre et dit à Shin d'évacuer tout le monde de la cabane. Il court vers la cabane, mais une armée de clones de Reshin lui barre le chemin. Même Doran est furieux de sa manière lâche d'agir et attaque les clones, seulement pour découvrir qu'ils ne sont tous que des illusions. Shin pense qu'il peut simplement les dépasser s'ils sont faux, mais alors soudain, le vrai Reshin le survole et poignarde Shaku en pleine poitrine. Tama les rejoint bientôt et leur dit qu'elle a tout résolu pacifiquement, alors ils devraient pas dû reprendre leur voyage. Finalement, ils atteignent une vallée que Kagan prétend être son village, mais il ne semble y avoir aucune autre forme de vie. Soudain, les parois de la vallée commencent à trembler et un visage gigantesque apparaît, souhaitant la bienvenue à Kagan chez elle. Ils y trouvent une variété d'esprits de type terre, et tandis que Shin fait des pompes avec de jeunes esprits rocheux sur le dos, Tama remarque qu'il interagit très naturellement avec eux. Elle dit à Jinka qu'il est facile pour les humains et les esprits de coexister et lui demande pourquoi il veut devenir un esprit. Il ne lui donne pas de réponse, mais la raison pour laquelle il veut devenir un esprit est pour augmenter sa durée de vie et rester aux côtés de Tama pour toujours. Alors qu'il marche sans but, Jinka aperçoit une femme enceinte en difficulté sur la route, alors il l'emmène au village des esprits. Ils parlent avec le gigantesque visage de Pierre, qui est l'ancien du village, et il permet à la femme de rester au village jusqu'à ce qu'elle accouche. Jinka lui a aussi fait avaler des talismans, de sorte que tous les esprits lui apparaissent humains. Tama décide qu'ils resteront aussi avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à partir. La nuit, Shin s'entraîne à ses coups au sommet de la vallée et Shaku vient le voir. Elle lui demande s'il est vraiment si important pour lui de devenir fort rapidement et il répond que tous les autres, sauf lui, ont accompli de grandes choses durant leur voyage et qu'il est le seul faible. Shaku lui dit que c'est lui qui est venu la chercher quand elle fuyait et l'a sauvée. Elle se met soudain à rougir après avoir dit cela et essaie de s'enfuir, mais Kagan l'arrête car elle aussi a des affaires avec le garçon. Kagan demande à Shin de dégainer son épée magique et promet de lui donner des conseils sur la façon de l'utiliser. Shin dégaine nerveusement son épée, mais la pression du vent le projette une fois de plus. Kagan lui dit qu'il ne communique pas avec l'épée. Shin essaie de considérer l'épée comme une personne et réalise qu'elle ne l'accepterait pas si facilement en raison de son attachement à son précédent maître. Il dit à Kagan qu'il a aussi appris à manier l'épée du fantôme d'un samouraï, donc il est plutôt un bon auditeur quand il s'agit d'esprit. Kagan est impressionné et lui dit de continuer à s'entraîner dur afin qu'il puisse devenir un homme digne d'épouser Shaku. Shin rougit en entendant cela et même Shaku rougit follement après avoir repris le contrôle de son corps de Kagan. Elle crie et s'enfuit, mais maintenant Shin est déterminé à devenir un homme digne d'elle. Le lendemain, ils rendent visite à la femme enceinte et Shaku sent le bébé bouger. Tama dit à Jinka de le sentir aussi, mais juste au moment où il s'apprête à toucher le ventre de la femme avec ses mains moites, elle entre en travail. Au même moment, Doran et Reshin sont arrivés au village, chargés de la mission de chasser Jinka cette fois-ci. Tandis que Reshin tente de menacer l'ancien du village, Doran le gifle et demande poliment la permission de défier en duel un ennemi du temple d'Angmai. L'ancien transmet le message à ses invités et en quelques instants, Jinka, Shin et Shaku arrivent pour l'affronter. Jinka est déjà transformé en esprit et Doran est vraiment impatient de se mesurer à lui. Cependant, Reshin remarque l'absence de Tama, alors il s'éclipse discrètement pour la retrouver. Doran déclare alors qu'il va lui aussi révéler sa véritable forme. Il libère une quantité incroyable d'énergie spirituelle qui dévaste le sol, puis se transforme en homme tigre.
Il adopte aussitôt une posture de boxeur et fonce sur Jinka, le criblant d'une rafale de coups de poing ultra rapide. Jinka est projeté au loin, alors il utilise son attaque de flamme sur Doran qui encaisse tout sans broncher. Jinka le fouette ensuite avec la racine d'arbre, mais même cela s'avère inutile. Doran contracte fièrement ses muscles, puis charge à nouveau Jinka, qui utilise ses points de bronze pour contrer son coup. Le point de bronze est aussi détruit et Jinka est projeté, mais il met toute sa force dans l'attaque suivante et frappe Doran avec 2 points de bronze. L'attaque dévastatrice parvient à faire tomber l'homme tigre et lui inflige de lourds dégâts, mais Jinka en souffre aussi énormément. Doran se relève et déclare que c'est ainsi que les vrais hommes devraient se battre, et Jinka se met à rire comme un fou. Il réalise qu'il veut continuer à combattre Doran et le charge cette fois avec des poings de fer géants. Ils se frappent, rient de façon démente et se frappent encore. Shin et Shaku ne peuvent que les fixer quand soudain, Reshin apparaît derrière eux et demande ce qu'il cache dans la zone derrière lui. Shaku l'attaque immédiatement, mais il disparaît car ce n'était qu'une illusion. Il claque des doigts avant de disparaître et soudain, un énorme rocher se détache de la vallée et commence à rouler vers la cabane qui est dissimulée par la magie. Tout le monde est choqué de voir ça et voyant Jinka distrait, Doran le projette contre les rochers. Pendant ce temps, Shaku et Kagan utilisent Docha toute leur force pour empêcher le rocher de rouler vers la cabane. Elle est déjà à l'œuvre et dit à Shin d'évacuer tout le monde de la cabane. Il court vers la cabane, mais une armée de clones de Reshin lui barre le chemin. Même Doran est furieux de sa manière lâche d'agir et attaque les clones, seulement pour découvrir qu'ils ne sont tous que des illusions. Shin pense qu'il peut simplement les dépasser s'ils sont faux, mais alors soudain, le vrai Reshin le survole et poignarde Shaku en pleine poitrine. Shin ne peut contrôler sa rage et dégaine son épée, mais Reshin le frappe avec des talismans explosifs. Shin regarde Shaku, qui tient toujours le rocher malgré la plaie béante dans sa poitrine, et affirme qu'elle va bien parce que c'est un monstre. Shin appelle à l'aide et Tama lui demande de tenir encore un peu car le bébé est sur le point de venir au monde. Cependant, Shaku et Kagan réalisent qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps et elle ne le regrette pas. Shaku se souvient des moments heureux passés avec Tama, Jinka et Shin. Et juste au moment où elle est sur le point de mourir, elle entend les cris du nouveau-né. Elle sourit, espérant que le bébé vive heureux et utilise toutes ses forces restantes pour s'assurer qu'il survive. Elle utilise son pouvoir spirituel et transforme tout son corps en rocher, empêchant fermement le bloc de rouler. Les talismans alimentant le rocher disparaissent bientôt et tout le monde est en sécurité, mais Shin est dévasté. D'autre part, Reshin est sur le point de tuer Jinka quand Doran l'attaque. Reshin l'esquive, mais Doran lui dit qu'il se retire immédiatement et s'il s'oppose à lui, il mourra ici. Jinka reprend vite ses esprits et Doran s'excuse d'avoir laissé son partenaire interférer dans la bataille. Il promet que cela ne se reproduira pas la prochaine fois et s'en va discrètement. Jinka remarque alors le rocher et s'approche de Shin pour lui demander si lui et Shaku vont bien. Shin ne peut que pointer du doigt le rocher devant lui et Jinka est dévasté en ressentant l'énergie spirituelle de Shaku qui en émane. Soudain, Tama arrive et les appelle à la cabane car l'accouchement est terminé. La femme a donné naissance à des jumeaux et les a nommés Shakyaku et Kagan. Jinka laisse ses émotions débordantes s'exprimer en larmes et Tama ne peut s'empêcher de pleurer aussi. Shin cependant a la mâchoire serrée de rage face à son impuissance et il quitte discrètement la cabane pour souffrir en silence devant les vestiges de Shaku. Peu après, la mère et ses enfants sont assez en forme pour voyager et les esprits locaux se portent volontaires pour les raccompagner chez eux. La femme ne veut pas se mêler de leurs affaires, mais elle dit que cela aurait été formidable si Shaku avait pu tenir les enfants. Tama et son groupe partent aussi avec cela et l'ancien du village leur dit que Shaku n'est pas encore morte. Son énergie spirituelle vit, bien qu'elle soit très faible, elle pourrait retrouver sa force et revivre éventuellement. Mais elle pourrait aussi devenir partie intégrante de la nature et perdre son individualité. Plus tard, tout le monde est assis dans une cabane et Shin, qui a radicalement changé après avoir perdu Shaku, peut parler plus couramment avec son épée magique. Il dit à l'épée de se taire car il la laissera bientôt se repaître du sang des moines d'Engai. Soudain, un esprit arrive et Shin se prépare à le combattre sans raison. Tama l'arrête et dit à l'esprit qu'ils ne lui veulent, ni à son peuple, aucun mal. L'esprit dit que s'ils veulent un abri, il ne devrait tout pas venir au village mais aller à la cabane de l'autre côté de la rivière car il ne veut pas souiller son village avec l'obscurité de Shin. Il se repose dans la cabane et Tama remarque que Jinka et Shin ont tous deux été brisés par la mort de Shaku. Jinka tient toujours bon, mais Shin s'est laissé emporter par la rage et elle pense que cela n'augure rien de bon. Soudain, elle entend un garçon parler à sa sœur dehors qui va être sacrifiée à l'esprit en échange de la protection du village. Le garçon se plaint que c'est injuste, mais la fille dit que sacrifier un humain tous les 4 ans pour la sécurité complète du village est une bonne affaire. En entendant cela, Shin se lève et se dirige pour tuer l'esprit, mais Tama l'arrête, disant que les termes sont acceptables et que l'esprit protège en fait le village.
Shin l'a saisi par le col, disant qu'il continue de tuer et de manger des gens, mais Jinka le met à terre pour avoir parlé grossièrement à Tama. Il se relève et sort malgré l'avertissement de Tama, alors elle lance un faux serpent pour lui faire peur. Cependant, Shin crie sur le serpent et brise l'illusion à la place. Tama le poursuit et au lieu de l'arrêter, elle lui donne un équipement de protection qu'ils ont reçu du village des esprits de la roche et lui demande de ne pas mourir. Shin atteint la forêt et interpelle l'esprit, confiant de pouvoir le tuer avec son épée magique. L'esprit sort, mais avant que Shin ne puisse agir, il est poignardé et tué par Reshin en premier. Shin le charge mais ne peut dégainer l'épée magique, alors il utilise l'épée normale à la place. Reshin esquive son attaque et le projette au loin avec un vent puissant et la pression de son coup d'épée. Reshin décide d'achever Shin inconscient qui se trouve en fait dans le royaume mental de l'épée magique. L'esprit de l'épée lui demande de se rendre afin qu'il puisse prendre le contrôle de son corps et tout déchirer en lambeaux. Shin dit simplement à l'esprit de se taire car ce n'est qu'une épée et il est l'épéiste qui la contrôle. Il enfonce sa main dans la bouche de l'esprit, lui disant de lui donner tout son pouvoir. Dans le monde réel, Reshin est sur le point de le poignarder quand Shin se réveille soudainement et lui tranche le bras. Il déclare que c'est le début de sa vengeance contre le temple d'Angai, mais Reshin utilise ses capacités spéciales pour soigner son bras blessé instantanément. Il arrache son masque pour révéler un visage flétri et tire un canon spirituel sur Shin qui ne peut que l'esquiver. Reshin lui lance ensuite des épées et Shin les bloque à peine toutes. L'esprit de l'épée lui dit que sa rage ne le rendra pas plus fort, seulement plus vulnérable, mais il fonce quand même imprudemment. Reshin parvient à le désarmer mais Shin le frappe d'un puissant uppercut et le projette au sol. Il commence à le rouer de coups mais est contraint de reculer lorsque Reshin tire un canon spirituel sur lui. Reshin se relève et jure qu'il tuera tout le monde quand soudain l'esprit gardien lui saute dessus et lui fracasse la tête au sol avec son dernier souffle. L'esprit tombe mort avec ça, et même si Shin est confus à ce sujet, il ne va pas laisser passer cette chance. Il saisit son épée et se prépare à tuer Reshin pour venger Shaku. Quand soudain, il entend sa voix. Il voit l'illusion de Shaku et Kagan lui parler, lui disant qu'un tel acte ne lui ferait pas honneur. Shin crie, disant qu'il fait ça pour lui-même, mais il ne peut pas tuer Reshin car le visage de Shaku apparaît devant lui. Soudain, un talisman s'envole du corps de Reshin et Yazin parle à Shin à travers lui. Il lui demande de ne pas détruire son corps car cela lui a coûté beaucoup d'argent et d'efforts. Il ordonne aussi à Reshin de revenir immédiatement ou il activera son protocole d'autodestruction. Shin et Reshin se regardent et déclarent que leur combat n'est pas encore terminé avant que l'assassin ne lâche une bombe fumigène et ne disparaisse. Plus tard, Shin retourne au village, confus quant à son objectif de devenir fort. Un villageois l'approche et lui demande s'il est celui qui a tué leur esprit gardien. Il dit que le village est condamné, et Shin lui répond que les villageois devraient pas le protéger eux-mêmes plutôt que de laisser quelqu'un d'autre faire le sale boulot. L'homme se plaint, disant que personne ici n'a jamais tenu d'épée auparavant, et Shin lui dit d'aller mourir s'il ne peut pas devenir fort. Cependant, il est confus quant à ce qu'il fait de sa vie. Il traverse le pont et trouve ses amis qui l'attendent là. Il prévoit de quitter le village avant que les villageois ne se retournent contre eux, mais la fille que Shin a sauvée du sacrifice le remercie. Cette nuit-là, Tama demande à Shin ce qu'il veut faire maintenant, et il répond qu'il deviendra assez fort pour venger Shaku et s'assurer que les moines d'Engai ne ruinent la vie de personne d'autre. Plus tard, Tama et Jinka vont dormir, mais Shin est occupé à pratiquer ses coups d'épée. Le lendemain, ils arrivent dans une vallée d'apparence sinistre où deux esprits géants appelés Tengu viennent les accueillir, accompagnés de leur chef séductrice. Elle a entendu dire que Tama et son groupe étaient des ennemis du temple d'Angai et elle affirme vouloir être leur allié. Elle les invite à la suivre et se présente comme une déesse de la montagne en chemin. Elle veut emmener le groupe de voyageurs dans un endroit où ils pourront se détendre et se cacher de l'homme dragon de Dangai. Shin lui demande si c'est acceptable de laisser ses gardes du corps derrière et la femme répond qu'elle n'a pas besoin de garde du corps. Elle dit que Jinka devrait pouvoir le dire car il a des yeux de fée, mais il semble être inconscient de ce concept. La déesse de la montagne les conduit à sa cachette, une grotte dans les montagnes remplie de piliers de cristal étincelants. D'autre part, le prêtre dragon Jihan et son assistant Senya ont atteint l'entrée de la vallée et ils demandent aux 10 gardes de les laisser passer. Ils refusent, citant les ordres de leur maître, mais Jihan n'a pas l'intention de reculer non plus. Il envoie Senya les combattre et le garçon transforme ses bras en arme létale et découpe instantanément les gardes Tengu. Jihan est satisfait de la performance de son disciple, mais les Tengu morts se transforment en corbeaux, révélant que ce n'était qu'une illusion géante pour dérouter les envahisseurs. Senya pense qu'il a fait une erreur, mais Jihan croit que cela sera bon pour sa croissance. De retour dans la grotte, Tama et ses amis s'assoient au sommet du plus haut pilier, où la déesse de la montagne leur dit de lui poser librement toutes les questions qu'ils ont. Elle révèle qu'elle a appris leur existence par l'ancien au visage de pierre, qui est une de ses vieilles amies. Elle semble amicale, mais Tama réalise qu'elle veut une faveur d'eux et lui demande d'aller droit au but.
La déesse de la montagne leur demande de réveiller Taizen, l'esprit ressemblant à un château qui garde l'installation de recherche de Dangai. Elle explique qu'il est aussi un dieu de la montagne comme elle, mais les prêtres d'Angai l'ont endoctriné pour qu'il les serve. Elle leur dit qu'ils n'ont qu'à le fesser très fort et l'esprit retrouvera ses esprits, mais tous les trois croient que c'est impossible. La déesse de la montagne dit qu'elle fera la partie de la fessée elle-même, mais elle a besoin qu'ils l'amènent jusqu'à l'endroit où se trouve Taizen. Elle dit que c'est une bonne affaire pour eux car ils peuvent ainsi retirer l'un des 3 pouvoirs clés du temple d'Angai. Jinka croit que le dragon est le 2e pouvoir et demande quel est le 3e. La déesse dit que le 3e pouvoir est un esprit appelé Kuzunoha et Tama panique en entendant ce nom. Shaku veut en savoir plus sur l'esprit appelé Kuzunoha et la déesse de la montagne commence l'histoire. Elle explique qu'il y a de nombreuses années, un homme a rejoint les moines d'Angai et a consacré son temps à la recherche. Un jour, il fut envoyé pour maîtriser la renarde à 9 queues nommée Kuzunoha, mais il tomba amoureux d'elle au premier regard. De plus, Kuzunoha tomba aussi amoureuse de lui et l'homme massacra alors toute son équipe pour elle et ils devinrent un couple. Ce moine était Yazin qui était maintenant le grand prêtre du temple d'Angai. Tama est sidérée par cette histoire et tandis que Shin et Jinka la fixent, elle est gênée et leur dit que Kuzunoha est en fait sa mère, ce qui fait de Yeizen son beau-père. La déesse de la montagne poursuit l'histoire en disant que Yeizen a affirmé que Kuzunoha avait été vaincu au combat et l'a caché secrètement tout en cherchant des moyens de transformer les esprits en humains. Tout le monde réalise que les humains spirituellement améliorés ne sont que les prototypes ratés des expériences de Yeizen et Shin jure de le tuer. Tama est d'accord et dit que sa mère devient folle quand elle tombe amoureuse, alors ils doivent être prêts à l'affronter aussi. Soudain, une volée de corbeaux arrive en volant vers eux et la fille saute à l'endroit où se trouve la déesse de la montagne. Elle atterrit sur la tête de Shin et rapporte immédiatement à la déesse que l'homme dragon médite pour briser le sort qu'elle a jeté pour le dérouter. Shin s'en prend à la fille pour ne pas s'être excusée, mais alors qu'elle se retourne, elle remarque Jinka et tombe amoureuse de lui au premier regard. Il la rejette parce qu'elle est humaine et lui demande ce qu'elle fait là. La déesse de la montagne explique qu'elle a trouvé la jeune fille un jour et l'a adoptée. Elle la présente comme Rinzu, son assistante et apprentie. La déesse projette alors Ji-hoon méditant près de la rivière sur son écran et décide de lui jouer un tour. Elle envoie un esprit féminin pour le séduire et il ferme les yeux de son disciple afin qu'il ne voie pas cette femme indécente. Après avoir bien ri, il lui hurle de s'en aller et la jeune fille se transforme en raton laveur, sa vraie forme, puis s'enfuit. La déesse rit de la scène et ordonne à tous les esprits de la vallée de distraire le dragon pour leur laisser le temps d'entraîner leurs invités. Tama dit qu'il manque de temps, alors la déesse de la montagne ralentit le cours du temps pour eux. Elle leur assure qu'ils n'ont aucune limite supérieure à leur potentiel et les envoie vers leur terrain d'entraînement respectif. D'abord, elle s'occupe de Jinka, envoyé dans une prairie. Elle connaît son maître Koku et affirme qu'il était un pervers de première catégorie qui tentait souvent de la séduire. Elle l'a donc repoussé et cela a contribué à faire de lui le plus puissant sage guerrier du monde. Elle convoque ensuite son assistante Rinzu et lui demande de vaincre Jinka en échange d'un sort qui le rendra sien pour toujours. Rinzu est très excité à l'idée de gagner et la déesse dit à Jinka de se battre à cœur joie car il ne peut pas mourir dans cet espace. La jeune fille invoque une grande hache, fonce sur Jinka avant même qu'il ne soit prêt et lui tranche le bras. Il est horrifié mais alors qu'il crie de douleur, il découvre que son bras est redevenu normal. Il est confus et ne peut qu'esquiver l'attaque de Rinzu, se demandant ce qui se passe. La jeune fille transforme la hache en marteau puis en patte d'ours pour le frapper et Jinka est choqué d'apprendre qu'elle retient encore sa vraie force. Rinzu invoque des talismans explosifs et les lance sur Jinka et pendant qu'il esquive, la déesse de la montagne décide de lui parler de ses yeux de fée. Elle explique que les personnes dotées d'un pouvoir spirituel spécial naissent avec des yeux de fée et qu'elles sont toujours des jumeaux. Rinzu est distrait en pensant qu'il existe une autre personne aussi belle que Jinka et il en profite pour la frapper à la tête. Il n'est pas surpris par cela car il a déjà vu son frère jumeau qui vit heureux avec leurs parents. La déesse explique que lorsque des jumeaux aux yeux de fée vivent ensemble, des esprits maléfiques les entourent. C'est pourquoi Maître Koku a suggéré à ses parents de l'envoyer auprès de lui. Jinka hurle, demandant pourquoi c'est lui qui a été envoyé vivre dans la misère alors que son jumeau menait une vie confortable. La déesse se moque de lui, affirmant que sa réaction prouve qu'il reste humain, peu importe à quel point il les déteste. Elle le plaint et dit qu'il a vraiment une existence malheureuse. Jinka lui répond que malgré les douleurs et les épreuves, il y a eu aussi des moments heureux dans sa vie et c'est pourquoi il n'est pas malheureux. Soudain, quelque chose se déclenche en lui et il voit la déesse enveloppée de son aura spirituelle. Elle le félicite d'avoir accepté sa place dans le monde, ce qui était le seul moyen de briser le sceau de ses yeux de fée. Maintenant, Jinka peut voir l'immense énergie spirituelle de la déesse ainsi que celle de Rinzu.
Il se rend compte que les talismans explosifs qu'elle lui lance n'ont presque aucun pouvoir et qu'il n'a même pas besoin de les esquiver. Il remarque aussi sa propre aura. Jinka comprend que ce qu'il voit est l'âme de l'autre personne et qu'il n'y a aucune différence entre les âmes des humains et celles des esprits. Rinzu continue de l'attaquer et il lui prend simplement les mains et lui demande de se rendre. Elle s'exécute aussitôt, étant une simp, et s'accroche à lui. La déesse de la montagne lui dit qu'il a réussi l'épreuve, mais qu'il y a encore beaucoup d'entraînement à venir. Pendant ce temps, l'épreuve de Tama consiste à affûter son pouvoir spirituel pour marcher sur un étang, et un clone de la déesse est là pour la distraire, ce qui lui fait perdre sa concentration. D'autre part, Shin se retrouve face à un énorme rocher qui lui barre le chemin vers une vallée. Il essaie de le couper avec le pouvoir de son épée magique, mais cela ne fonctionne pas. Alors il décide de le frapper avec la lame elle-même. Cela n'aide pas non plus, et la déesse de la montagne envoie alors son clone pour le surveiller. Il ne peut pas le couper quoi qu'il arrive, alors il décide d'utiliser le pouvoir éolien de son épée magique pour voler et contourner le rocher. Au moment où il fait cela, le ciel s'ouvre et il entre dans le monde réel avec le clone de la déesse accroché à lui. Elle lui dit que bien qu'il ait l'air le plus stupide du groupe, il a réussi le test en premier. Cependant, elle n'avait fait aucune préparation pour leur atterrissage et il tombe dans la forêt où il trouve le disciple du dragon, Senya, jouant avec un jouet laissé par un esprit pour le distraire. Shin essaie d'utiliser le pouvoir de l'épée pour amortir leur chute, mais finit quand même par se heurter au garçon. Quand la poussière retombe, il se retrouve avec son épée pointée sur le cou de Senya. Shin panique, mais le clone lui dit que c'est une chance qu'il n'aura plus jamais. Elle lui dit que la discipline du dragon est bien plus forte que la sienne et qu'il ne fait que commencer. Elle demande à Shin de le tuer et même Senya le réclame. Shin leur dit de se taire, mais le clone l'avertit que s'il laisse partir le garçon, celui-ci le déchirera en un instant et qu'un jour, il deviendra plus fort qu'un dragon. Elle voit les milliers d'esprits piégés dans son corps, donnant au garçon le potentiel de devenir un véritable démon. Shin est horrifié et se met à pleurer, disant que le temple n'a même pas épargné un enfant et l'a transformé en monstre. Il se lève et rengaine son épée à la grande déception de tous. Senya se remet sur ses pieds et transforme sa main en arme, et Shin lui demande seulement d'en finir vite. Senya balance son bras mais ne blesse pas Shin. Il écrase le jouet avec lequel il jouait, maudit la situation et s'enfuit. Le clone félicite Shin, l'homme qui a laissé vivre le futur roi des esprits, et dit qu'ils devraient donc reprendre leur entraînement. D'autre part, la déesse de la montagne dit que pour terminer son entraînement, Jinka devrait aller combattre le dragon. Jinka panique et dit qu'il n'y a aucune chance que cela arrive. Elle continue de le harceler et il admet qu'il a peut-être une chance sur 10 000 de vaincre Ji-hoon par miracle. La déesse lui dit qu'il doit juste faire en sorte que ce miracle se produise du premier coup et l'envoie immédiatement à Ji-hoon qui déjeune paisiblement. Jinka tombe dans la rivière et est emporté, et Ji-hoon se demande si c'était une autre illusion. Pendant ce temps, Tama a enlevé ses vêtements qui deviennent lourds et inconfortables chaque fois qu'elle tombe dans l'étang. Elle veut affiner son pouvoir spirituel en restant sur l'étang le plus longtemps possible, mais perd l'équilibre en apprenant que Shin et Jinka ont réussi leur test. Une fois remontée, le clone de la déesse lui dit qu'elle peut avoir 1000 ans pour s'entraîner dans cet espace et qu'elle réussira ou perdra la raison. Tama s'assied pour méditer afin de tirer le meilleur parti de son temps. La nuit, Shin et Jinka sont de retour en sécurité dans la hutte avec le clone et Rinzu, qui disent que 33 frères que l'entraînement d'aujourd'hui leur a aussi appris à être prêts pour les rencontres fortuites. Soudain, Tama entre, l'air assez lointain, et elle agit comme si elle revoyait ses amis après un très long moment. Le clone dit qu'ils sont maintenant prêts à lancer une attaque sur le quartier général du temple d'Angai, tandis qu'elle jettera un sort sur la montagne pour occuper Ji-hoon pendant quelques jours. Cependant, Tama pense qu'ils devraient saisir cette chance pour vaincre Ji-hoon en premier. Le clone lui dit qu'ils ne sont pas encore assez forts pour cela, mais Tama a un plan et elle croit que c'est la meilleure opportunité pour l'exécuter. Une fois le clone et Rinzu partis, Tama explique qu'elle compte pousser la déesse de la montagne à combattre le prêtre dragon. Les garçons ne pensent pas que cela marchera, mais Tama est convaincue que si, car la déesse voit une certaine valeur en eux. Autrement, elle n'aurait pas fait l'effort de les entraîner. Le lendemain, ils se dirigent vers l'emplacement de Ji-hoon et Tama explique qu'ils suivront une stratégie de frappe et fuite pour l'attirer vers le repère de la déesse de la montagne. Ils repèrent bientôt Ji-hoon et Tama est sur le point de partager son pouvoir avec Jinka quand soudain Senya apparaît et le repousse d'un coup de pied. L'instant d'après, Jinka trouve Ji-hoon debout à côté de lui qui se transforme en dragon pour l'exécuter. Jinka est terrifié en voyant l'immense aura spirituelle de Ji-hoon et pense que le combat se terminera en un seul coup. Cependant, Ji-hoon rate sa première frappe car le sol est plus fragile qu'il ne l'avait anticipé. Il attaque de nouveau, mais par un coup de chance, le sol sous ses pieds s'effondre, et Jinka esquive aussi cette attaque. Tama et Shin ne peuvent que le regarder survivre 2 fois grâce à des miracles, tandis que Senya les retient en otage. Au sol, Jinka se souvient de ce que la déesse lui a dit sur la création du miracle qui lui permettra de vaincre le dragon, et se met à rire comme un fou. Ji-hoon est déconcerté par ce rire soudain, mais il l'attaque néanmoins.
Cependant, il ne frappe qu'une poupée de papier, puis Jinka utilise ses talismans pour envoyer des épées voler vers lui. Ji-hoon les brise toutes d'un coup de pied, puis remarque que le Jinka derrière lui n'est qu'une illusion. Il pense que Jinka l'attaquera depuis le ciel, mais c'est aussi un faux et le vrai Jinka apparaît à côté de Tama et l'emporte. Il boit son sang et se transforme en esprit en plein vol. Cette fois, il a 5 queues au lieu de 4, car Tama a augmenté sa capacité spirituelle après avoir médité pendant 10 ans dans cet étrange espace. Tama regarde Jinka affronter le dragon et se demande s'il peut maîtriser la technique qui accompagne la 5e queue. Jinka sent qu'il a 3 fois plus de pouvoir qu'avant, mais ce n'est toujours pas suffisant pour vaincre Ji-hoon. Ji-hoon lui donne la chance d'attaquer en premier et Jinka transforme sa 5e queue en une épée géante pour l'attaquer. Ji-hoon l'esquive facilement mais découvre que Jinka n'est plus devant lui. Il a utilisé l'épée géante comme diversion pour se faufiler derrière l'homme dragon et là, il a utilisé son mouvement ultime qui combine le pouvoir des 5 éléments. Jinka envoie l'énorme boule pleine d'énergie spirituelle explosive vers Ji-hoon qui envoie une décharge de son énergie spirituelle sombre et contre-attaque. Quand la fumée se dissipe, Ji-hoon et Jinka ont chacun perdu un bras. Jinka saigne abondamment et il craint de mourir à ce rythme. Cette peur libère son pouvoir caché et une 6e queue faite d'éclairs se manifeste de son corps. Ji-hoon réalise qu'il est trop dangereux pour être laissé seul et saute haut dans le ciel pour achever Jinka avec son coup de pied ultime. Jinka déchaîne aussi sa foudre vers lui, mais avant qu'ils ne puissent s'affronter, un clone de la déesse de la montagne apparaît entre eux et les empêche de se battre. D'un simple mouvement de doigt, elle plaque Jinka au sol et invoque une colline et de solides lianes pour piéger Ji-hoon. Elle leur dit de modérer leurs attaques, sinon ils endommageront sa montagne. Senya est choquée car elle a arrêté l'attaque ultime de son maître si facilement et Shin pense que le plan de Tama a fonctionné et qu'ils ont réussi à entraîner la déesse de la montagne dans la bataille. Elle comprend aussi cela et dit à Jinka qu'ils ont fait leur preuve, mais elle montre ensuite son côté sombre et dit que l'entraîner dans leur combat leur coûtera cher. Juste à ce moment-là, Ji-hoon déchaîne son pouvoir et détruit la colline qui le piégeait. Le clone de la déesse lui dit qu'il ne peut pas gagner un combat contre elle et utilise son immense pression spirituelle pour lui ordonner de s'excuser et de s'enfuir. Ji-hoon lui dit fermement qu'il accomplira sa mission à tout prix et demande au clone de s'écarter. Elle dit qu'elle aime son attitude virile et envoie alors soudainement de gigantesques bras de terre pour le saisir et l'enfoncer profondément dans la surface terrestre. Senya panique en voyant cela et il se précipite pour attaquer le clone de la déesse. Elle l'attrape aussi et alors qu'elle scelle le trou où elle a jeté Ji-hoon, Senya hurle, l'appelant Papa. Le clone l'emprisonne également dans une boule de liane robuste. Pendant ce temps, la transformation spirituelle de Jinka s'annule et il s'effondre, Tama et Rinzu venant à son aide. Le clone de la déesse remarque qu'il a perdu trop de sang, alors elle sort une graine de sa manche et l'enterre dans sa main blessée pour sceller sa blessure. Cependant, elle n'a toujours pas oublié le prix qu'ils lui doivent pour l'avoir manipulée. Tama demande ce qu'elle veut et la vraie déesse émerge soudainement du sol, disant qu'elle consommera probablement son âme et celle de Jinka une fois leur voyage terminé. Elle s'évanouit sur Shin, cependant, affirmant qu'il n'a pas l'air très appétissant. Shin se demande si elle est sérieuse à l'idée de les manger, puis regarde le bras de Jinka, ce qui lui fait réaliser qu'il est toujours un fardeau pour l'équipe. Après cela, le groupe part avec Rinzu pour trouver l'esprit de la montagne nommé Taezen et le secourir. Pendant ce temps, le grand prêtre Yezen a appris la capture de Ji-hoon et Senya et que Jinka et son groupe se dirigent vers eux malgré leurs blessures. Il informe Doran que même si Jinka est blessé, il sera certainement plus fort que la dernière fois et l'homme tigre est excité à l'idée de le combattre. Yezen craint que son meilleur combattant ne soit piégé par une déesse et Doran lui dit de diversifier sa force car il ne serait pas sage à long terme de ne compter que sur Ji-hoon. Doran part s'échauffer pour son prochain combat et Yezen pense qu'il devrait aussi libérer bientôt le deuxième groupe de ses humains spirituellement améliorés. Et bien Doran rencontre bientôt le deuxième groupe et ils se sont déjà nommés les 10 saints. Ils le défient en combat pour prouver qu'ils lui sont bien supérieurs et qu'il n'est plus nécessaire au temple. Doran se transforme en tigre et les 10 saints se transforment également en leur forme bestiale. Doran les bat à plate couture en quelques minutes et se plaint ensuite que Yezen ne les ait pas rendus assez forts. D'autre part, Jinka se réveille enfin après avoir été inconscient depuis son combat avec Ji-hoon. Il semble un peu triste d'avoir perdu son bras, puis serre soudainement Tama dans ses bras, lui disant que son plan a fonctionné. Il est heureux qu'ils aient réussi à écarter le dragon pour le prix d'un seul bras, et Tama n'a pas le cœur de lui dire que la déesse de la montagne veut dévorer leur âme. Rinzu trouve sa réaction virile, mais Jinka ne se souvient même pas de son nom. Shin est confus de voir Jinka rire de la perte d'un bras, mais Tama lui dit qu'ils n'ont d'autre choix que de l'accepter. Elle lui demande de sourire aussi, mais Shin déclare qu'il n'a pas le droit de sourire car il n'a pas pu sauver Shaku.
Tama soutient qu'elle n'est pas encore morte et pourrait revenir à la vie dans quelques centaines d'années. Shin dit que ce serait bien et commence à partir, alors Jinka lui demande d'acheter des raviolis pour eux en chemin. Après cela, Jinka remarque que malgré la perte de son bras, il se sent en pleine forme et Tama dit qu'ils reprendront leur voyage dès demain. Le lendemain, alors qu'ils s'apprêtent à partir, Rinzu remet à chacun un talisman et leur demande d'y écrire leur nom afin qu'elle puisse utiliser sa technique d'invocation pour les appeler en cas de besoin. Jinka ne croit pas qu'elle puisse le faire et Shin ne comprend même pas le concept d'invocation. Rinzu décide de leur montrer ses capacités et invoque un corbeau de sa montagne en utilisant sa technique d'invocation. Tout le monde est stupéfait de voir qu'elle peut vraiment faire cela et lui donne leur nom. Elle a aussi d'autres talismans pour invoquer les esprits qui veulent combattre le temple d'Angai avec eux. Mais Tama interdit à Rinzu de les appeler, elle dit qu'ils ne se battent pas pour la vengeance mais pour la réforme du monde. Tama dit qu'ils luttent contre l'injustice, peu importe si ce sont des humains ou des esprits qui la propagent, et demande à Rinzu de ne pas appeler d'autres esprits à moins qu'il n'ait désespérément besoin d'aide. Ils atteignent bientôt le quartier général de Dangai et décident de forcer la porte d'entrée une fois de plus. Tama appelle Jinka derrière les rochers pour partager son pouvoir avec lui. Elle se déshabille partiellement et expose son épaule afin qu'il puisse boire son sang, et alors que Jinka se penche, il lui révèle ses désirs. Il affirme que s'il peut se transformer en esprit, après avoir obtenu le matériel de recherche de Yezen, il veut l'épouser. Tama rougit, disant que les sentiments Sweet Home Alabama sont interdits, mais Jinka sait qu'elle ne s'en soucie pas vraiment. Il lui mord l'épaule et boit son sang, et Tama frissonne d'extase. Jinka se transforme en esprit et manifeste 6 queues cette fois. Ils rejoignent leur groupe et décident d'entrer ensemble car ils ont tous des affaires à régler avec les moines d'Angai et leurs associés. Ils entrent par la porte principale et trouvent Doran qui les attend seul, car tous les autres moines gardent les autres sorties. Ils se transforment en tigre pour commencer la bataille immédiatement et Jinka l'attaque avec un poing de bronze. Doran le brise, le frappe d'un coup de poing, puis commence à se déplacer. Jinka l'attaque avec son bâton, mais c'est inutile, alors il utilise l'attaque de la queue en bois, mais Doran l'esquive et l'envoie voler d'un coup de poing direct. Shin était aussi sur le qui-vive depuis un moment et il dégaine soudainement son épée et la balance, frappant le clone de Yezen qui les espionnait. Le vrai Yezen rit à distance et dit à Shin de le suivre pour un combat. Il part et Tama lui demande de crier à l'aide s'il est en difficulté. Pendant ce temps, Jinka utilise sa queue de foudre pour attaquer Doran, mais celui-ci contre-attaque avant que Jinka ne puisse canaliser correctement son énergie spirituelle. Ils échangent des coups tandis que Doran pense à la façon dont il craignait de devenir un piètre combattant après s'être transformé en bête, mais il a poursuivi Ji-hoon qui était bien plus fort que lui. Actuellement, même Jinka a plus de pouvoir spirituel que lui, mais il peut aussi le vaincre. Jinka est au sol et il réalise qu'il s'est surestimé. Il se relève, déterminé à gagner le combat en manifestant un miracle. Il invoque les techniques de toutes ses queues à la fois et charge Doran. Malgré cela, Doran parvient à le repousser et Jinka rit car il s'habitue maintenant à ses mouvements grâce à ses yeux de fée. Il peut prédire le prochain mouvement de Doran en voyant où son énergie spirituelle se rassemble et il commence à esquiver ses coups de poing. Doran essaie de l'attaquer de nouveau et puis soudain, Jinka sent une boule d'énergie spirituelle à la place de sa main gauche détruite. Doran le frappe presque mais Jinka le repousse alors d'un coup de poing gauche fait d'énergie spirituelle et l'envoie voler. Tama est choqué de voir cela et Rinzu croit que c'est le pouvoir de la graine que la déesse de la montagne a planté dans le bras de Jinka. Doran rit, disant qu'il a senti ce coup et décide de montrer quelque chose de spécial à Jinka aussi. Il concentre son pouvoir spirituel dans ses poings pour montrer la dernière technique qu'il a créée et soudain, des dizaines d'orbes spirituels apparaissent derrière lui. D'autre part, Shin coupe le sac de Yezen mais celui-ci explose et révèle que c'était un faux. Yezen continue de le narguer et de l'attirer et le conduit finalement à une grotte éclairée à la bougie. Plus Shin s'enfonce, plus le système de grotte devient sophistiqué et bientôt il apparaît comme une installation à part entière. Il trouve soudain un moine blessé et l'attaque, alimenté par la rage, mais le moine s'avère être l'un des 10 saints et se transforme pour bloquer son attaque. Il demande comment il a pu s'introduire au cœur de leur laboratoire. Et Shin lui dit de s'écarter car il n'a affaire à personne d'autre que Yezen. Soudain, le moine transformé est poignardé en plein cœur par une lame géante par Yezen qui s'est transformé en un gigantesque transformateur. Il tire un harpon sur Shin et celui-ci le dévie pour se retrouver face à des canons pointés sur lui. Reshin lui tire dessus avec des canons spirituels, mais Shin les esquive en utilisant la magie du vent de son épée pour s'accrocher au mur, puis il le frappe au visage. Reshin est furieux et l'attaque à nouveau et Shin évite son attaque en flottant dans les airs. Il tente de le taillader, mais l'autre utilise ses bras d'acier géants pour se protéger. Shinin change soudainement de tactique et s'enfuit, forçant Greshin à le suivre. De retour au temple principal, Doran frappe Jinka d'une rafale de coups de poing ultra rapides et malgré ses points de bronze pour se défendre, Jinka est mis KO en un instant.
Malgré cela, il se relève par pure volonté. Doran salue son courage et explique que sa technique déforme l'espace-temps, lui permettant de porter des centaines de coups de poing en 1 seconde, mais ce n'est que le stade initial et il compte la développer bien davantage. Jinka se sent étourdi après tous ces coups et en se tenant le visage de sa main gauche, il remarque que ce n'est qu'une masse d'énergie spirituelle condensée. Il réalise qu'il peut calmer les vertiges dans sa tête avec ça et enfonce soudainement la main d'énergie dans son cerveau. Tout le monde est choqué, mais Jinka semble avoir activé des interrupteurs dans son cerveau qui libèrent plus de son pouvoir et il invoque soudainement une 7e queue faite d'une tempête de vent. Les combattants reprennent leur match et Jinka utilise la queue de vent pour lui donner un coup de vitesse, frappe Doran et s'enfuit avant qu'il ne puisse réagir. Doran dit que la même technique ne marchera pas 2 fois, alors Jinka utilise son mouvement ultime en combinant les 5 éléments. Il coupe la voie d'évasion de Doran en l'entourant d'attaques de foudre et de vent, mais l'homme tigre est toujours confiant en sa vitesse. Il se précipite vers Jinka, espérant éviter sa bombe spirituelle et le frapper, mais alors soudainement, quelques apparitions errantes passent entre eux et Doran et Jinka se figent sous le choc. Juste au moment où les passants disparaissent, Doran est frappé par la bombe spirituelle. Taima arrive en courant vers Jinka et il lui demande si il a vu les mystérieuses de figures qui venaient de passer. Elle est surprise par la question, mais alors Doran se lève et sort de la fumée noire, couvert de blessures. Il accepte sa défaite et dit à Jinka de prendre sa tête, mais Taima lui dit qu'ils n'en ont pas besoin. Ils partent avec ça et Doran dit à Jinka qu'il a passé un bon moment avant de s'effondrer. Yazin voit cela de loin et il est choqué que Doran ait perdu. Il dit à Kuzukiko qu'ils doivent fuir tout de suite car il n'y a aucun moyen qu'ils puissent vaincre Jinka maintenant. Elle se contente de rire alors qu'il panique et commence à emballer d'importants parchemins, disant qu'ils vont tout détruire ici et recommencer à zéro. Kuzukiko l'interroge sur Reshin et il répond que personne ne se soucie vraiment de ce tas de ferraille de toute façon. Pendant ce temps, Shin a conduit Reshin dans une pièce avec de nombreux piliers pour le 2e round de leur match. Reshin l'attaque et Shin utilise les piliers pour esquiver ses attaques. Il est en plein débat avec son épée magique qui veut qu'il aille dans les espaces ouverts afin qu'elle puisse déployer sa puissance maximale. Shin est distrait et manque de se faire toucher par les canons spirituels et alors que Reshin continue de détruire la pièce en essayant de le frapper, l'épée magique porte Shin par sa volonté et fait en sorte que Reshin ouvre un trou dans le toit. L'épée fait voler Shin à l'extérieur, mais Reshin les suit aussi en utilisant les propulseurs de sa cuirasse mécanique. Il tire son épée et attaque Shin, et il continue de faire s'entrechoquer leurs lames dans le ciel. L'épée magique devient philosophique et dit à Shin de regarder le ciel et d'oublier sa haine et ses liens terrestres face à cette vaste liberté. Elle lui demande d'utiliser toute sa puissance pour vaincre son ennemi et se libérer du désir et de la vengeance. Shin accepte avec toute cette puissance déversée en une seule attaque. Il transperce Reshin et son armure mécanique géante, les fendant en deux. L'armure explose en étant coupée, mais Reshin survit toujours au milieu des débris. Il charge Shin et le désarme, alors ils commencent à se frapper violemment. Shin lui porte finalement un coup puissant et le corps bandé de Reshin crache du sang partout. Son corps artificiel est détruit car il n'a plus d'énergie spirituelle et il s'agite et perd connaissance pour de bon. Shin tombe à genoux et hurle en réalisant qu'il est mort et pendant ce temps, Jinka s'approche de son épée magique qui a pris conscience et s'est transformée en esprit. Shin se lève et rengaine son épée et Tama lui dit que s'il le souhaite, il peut rentrer chez lui maintenant. Elle dit qu'il doit être épuisé émotionnellement après tout cela, mais Shin refuse de rentrer, affirmant qu'il ne peut pas se permettre de se reposer tant que les monstres qui ont créé les humains spirituellement améliorés ne sont pas vaincus. Ils commencent à marcher et Shin demande à Jinka s'il veut toujours devenir un esprit. Tous deux disent à l'unisson que les esprits et les humains sont la même chose à l'intérieur, et Jinka remarque que leurs enveloppes sont différentes. Il affirme avoir trouvé un moyen de transformer son corps en esprit, mais Tema lui interdit de faire quoi que ce soit comme modifier son cerveau via le bras spirituel. Tous deux se regardent avec nostalgie, mais alors soudainement le sol tremble. Rinzu envoie son corbeau pour explorer la zone, et le corbeau révèle que le dieu de la montagne Taizen s'est réveillé. La forteresse ambulante Taizen s'approche d'eux, et Rinzu décide d'invoquer la déesse de la montagne ici, pour lui remettre les idées en place. Cependant, son invocation ne semble pas fonctionner et la forteresse ambulante essaie de les écraser sous ses pieds. Ils s'enfuient et Rinzu les assure que la déesse est puissante, mais qu'elle mettra du temps à se manifester après son invocation. Ils doivent donc courir et survivre jusqu'à ce que cela arrive. Eh bien, elle apparaît plus tôt que prévu et elle a amené avec elle une montagne littérale debout sur deux jambes. La déesse de la montagne dit à Taizen qu'il est temps pour lui de retrouver ses esprits et le met à terre d'un coup de pied. La forteresse tombe au sol avec Yazin et Kusunoha qui se mouillent les pantalons à l'intérieur. Kusunoha réveille Yazin et lui dit que Taizen a été mis hors de combat et qu'ils n'ont maintenant qu'une seule option. Elle lui expose son épaule et Yazin se penche pour mordre. Soudain, une lumière dorée irradie de la forteresse tombée et Jinka réalise que c'est une transformation spirituelle.
Yeisen en sort, transformé en esprit renard à 9 queues, portant Kusunoha dans ses bras. Tama regarde sa mère, puis Jinka lui demande de venir avec lui. Il s'envole et Shin se prépare à les rejoindre aussi, et Rinzu lui demande de l'emmener. Yeisen demande à Kusunoha de lui dire qui était le père de Tama, et elle lui demande s'il veut vraiment savoir. Il change d'avis et dit que puisqu'une déesse de la montagne se tient devant eux, ils devraient concentrer tous leurs efforts sur la fuite. Cependant, la déesse ne va pas les laisser partir après tous les péchés qu'ils ont commis. Elle tire des pins de sa forêt comme des missiles et ils explosent même en frappant le corps de Taizen. Yazin se défend en utilisant une barrière métallique de haut niveau et dit à la déesse de la montagne que c'est le pouvoir de la connaissance humaine qui peut vaincre même des monstres comme elle. La déesse ne prend pas ses paroles à la légère et éclate de rage, couvrant toute la montagne de flammes. Yeisen et Kusunoha réalisent qu'ils sont foutus et ils s'enfuient immédiatement. Tama ne veut pas les laisser s'échapper, alors elle demande à Jinka de la lancer vers eux et il obéit. Il la lance vers les fuyards avec son poing de bronze et Tama frappe sa mère d'un dropkick au visage. Yeisen les rattrape aussi et déchaîne toutes ses queues pour attaquer Jinka. Cependant, Yeisen a maîtrisé les 9 queues et il utilise une attaque puissante pour contrer Jinka. Il a 2 queues de rechange pour passer à l'offensive après avoir neutralisé toutes les attaques et Jinka se défend à peine contre elle avec son bâton. La déesse de la montagne décide d'arrêter son assaut car il y a maintenant une chance que sa disciple soit prise dans ses attaques. Yeisen décide alors de s'occuper de Tama qui a frappé sa bien-aimée mais elle lui dit de se taire car il règle une affaire de famille. Elle confronte sa mère à propos de ses actions et alors que Yeisen est sur le point d'intervenir, Jinka arrive là pour l'arrêter. Yazin grommelle et se plaint de son intervention tout en se demandant s'il ne devrait pas simplement prendre un otage et s'enfuir. Jinka l'interroge sur son matériel de recherche et son lien avec son maître, Koku. Yazin rit et répond qu'il ne lui dira rien, alors Jinka l'attaque immédiatement. Le vieux prêtre bloque ses attaques avec ses couteaux spéciaux et il continue d'échanger des coups rapides en arrière-plan. Pendant que Tama fait la morale à Kusunoha sur ses actions et affiliations, celle-ci rit, disant que quand elle aime un homme, elle accepte tout de lui et elle dit à sa fille qu'elle est pareille. Tama s'en prend à elle, disant qu'elle savait que Genzo et Jinka ne sont pas des monstres et qu'elle commettra des péchés impardonnables, et sa mère se souvient du nom Genzo qui est en fait le père de Jinka. Elle sourit malicieusement et demande à Tama si elle est tombée amoureuse du père et du fils. Elle se fige en entendant cela et dit à sa mère qu'elle ne sait rien de l'amour romantique, mais qu'elle aime tous les humains pour ce qu'ils sont. Elle se souvient de ses premières rencontres avec le père de Jinka, Genzo et Jinka, et dit à Kusunoha qu'elle aime les humains dans leur ensemble. Kusunoha sourit et lui demande de les rejoindre car alors Yeisen pourra la transformer en humaine. Tama repousse sa main, disant que ses amis l'acceptent pour ce qu'elle est et qu'elle s'assurera d'arrêter Yeisen à tout prix. Kusunoha remarque que son homme semble se transformer en quelque chose d'inhumain, et alors que Tama se retourne, elle trouve Jinka mangeant des rochers comme un animal. Il sourit, disant que la chair d'un dieu est vraiment savoureuse et même Yeisen est horrifié car Jinka vient de manger le corps de Taizen pour gagner son pouvoir. Il le prévient que les résultats ne seront pas bons et Jinka ressent soudainement une sensation douloureuse envahir son corps. Ces 2 dernières queues, faites de lumière et d'obscurité, émergent de son corps. Yazin lui dit qu'il s'aventure en terrain dangereux et à ce rythme, il pourrait ne plus rester humain. Ils s'affrontent et se déplacent si vite qu'ils ne sont visibles que comme des traînées de lumière pour les autres. Jinka semble avoir le dessus dans la bataille et parvient à repousser Yazin, mais il perd aussi sa raison. Cependant, alors que Tama l'appelle par son nom, il retrouve ses esprits un instant. Yazin pense que c'est sa chance de renverser la situation en sa faveur et il attaque Jinka essayant de l'hypnotiser. Jinka le charge après avoir perdu la raison une fois de plus et Yazin sort un talisman d'invocation. Juste au moment où Jinka est sur le point de le frapper, Tama apparaît devant lui et est transpercé par son attaque. Ce n'est qu'une illusion cependant, et Kusunoha kidnappe la vraie Tama et disparaît de l'endroit. L'esprit de Jinka est brisé par le sentiment d'avoir tué Tama et il irradie une quantité insensée d'énergie tout en hurlant à plein poumon. Il charge Yeisen pour le tuer, mais juste au moment où il l'atteint, il entre en collision avec quelque chose et se retrouve piégé dans son subconscient. Il hurle, incapable de comprendre ce qui se passe, tandis que son corps berserk continue de se battre avec celui de Yeisen en plein air. Kusunoha tient Tama en otage à proximité et elle rit, pensant que Jinka s'est transformé en quelque chose d'inhumain. Shin remarque que Kusunoha est absente et il anticipe que c'est elle qui a emmené Tama. Il demande à Rinzu de les chercher tandis qu'il décide de soutenir Jinka. Rinzu lui dit que ce sera suicidaire, mais Shin ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas fait goûter son épée à Yazin. Dans les airs, Yazin entoure le Jinka berserk de ses illusions qui les attaquent une par une. Jinka est piégé dans son esprit et il réalise que la Tama qu'il a tuée plus tôt était aussi une illusion, mais il a perdu le contrôle de lui-même après avoir vu cela. Il veut se libérer de sa folie car Yeisen le mène vers la déesse de la montagne. Il prévoit de faire s'écraser Jinka sur la déesse afin de distraire tout le monde et de s'enfuir.
Jinka l'attaque et il le repousse d'un coup de pied, mais alors soudainement, il sent quelqu'un derrière lui. Shin est là pour l'attaquer et il parvient à infliger une profonde coupure à Yaisen, mais non sans se blesser lui-même. Shin tombe au sol après la blessure et alors que Jinka le regarde se vider de son sang, quelque chose se brise en lui. Il devient complètement immobile, puis l'énergie de la forêt commence à affluer vers lui. La déesse de la montagne panique en les voyant et elle dit à ses corbeaux de récupérer Rinzu tout de suite car ils vont s'échapper de cet endroit avant que Jinka n'aspire toute la force vitale de toute la région. Même Kusunoha est choquée par la vue et elle relâche son contrôle sur Tama, la laissant courir vers Jinka. La déesse sait que la chair de Taizen que Jinka a consommée agit comme un médium et l'aide à absorber le pouvoir de la forêt et de la montagne pour alimenter sa rage. Elle affirme que maintenant il deviendra une bête divine, un esprit plus puissant que le renard à 9 queues et qu'il ravagera tout avant de s'éteindre. Les queues de Jinka fusionnent en une seule et les arbres à proximité se dessèchent et meurent. Il se transforme soudainement en une bête avec des dizaines de queues et les pouvoirs spirituels de Tama lui reviennent, la faisant grandir rapidement. Le Jinka hors de contrôle charge Rinzu et les corbeaux et la déesse de la montagne utilise son pouvoir pour sauver sa disciple. Soudain, le temps se fige alors que les 5 figures mystérieuses d'avant apparaissent dans le ciel. La déesse se demande qui sont ces gens car leur présence est faible. Pourtant, elle ne peut les ignorer. Tout est figé, mais elle utilise librement son pouvoir pour attraper Rinzu et la téléporte instantanément avec toute la montagne. Les figures mystérieuses commencent aussi à disparaître, mais le Jinka Berserk en attrape une. Il est sur le point de les manger quand soudain, Tama lui donne un coup de pied au visage. Elle lui dit d'arrêter sa folie et il lui attrape la gorge à la place. Le Jinka piégé demande à son corps de reconnaître que c'est Tama. Elle le trouve beau même s'il l'étrangle. Jinka ordonne à son corps d'arrêter et il obéit, relâchant sa prise sur Tama. Elle dit que même si la transformation spirituelle s'est dissipée, il ne redevient pas normal. Elle marche vers lui, lui rappelant qu'il avait dit qu'il devrait bientôt se marier une fois qu'il deviendrait un esprit. Elle lui tient le visage et dit qu'elle était heureuse d'entendre cela. Elle demande à Jinka de revenir pour qu'ils puissent se marier et elle l'embrasse les larmes aux yeux. Soudain, elle sent Rinzu l'invoquer en utilisant le talisman nominatif qu'elle lui avait donné plus tôt. Tama ne veut pas partir mais elle n'a pas le choix alors qu'elle et Shin disparaissent. Jinka ne peut que la regarder partir et libère sa rage, explosant et ravageant toute la zone avec lui. La marionnette de transmission que la déesse de la montagne avait laissée derrière elle est détruite dans l'explosion et c'est la dernière chose que Tama et les autres voient. Quelques jours plus tard, Shin se remet encore de ses blessures et Tama décide de partir en voyage pour trouver Jinka. Rinzu est inquiète car même la déesse n'a pas pu détecter Jinka après l'explosion, mais Tama est certaine qu'il est vivant et elle le trouvera par elle-même.